D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Je vous propose de démarrer notre webinaire sur la FEST, pour action de formation en situation de travail. Merci de nous avoir rejoints, nombreux. Je pense qu'il va y avoir encore un petit peu plus de monde qui va arriver ce matin pour participer à ce webinaire programmé et organisé par l'OPCO Atlas. Alors, nous serons deux conseillers formation ce matin pour vous présenter cette thématique. Mon collègue nantais Laurent Bompas, que je laisserai se présenter, et moi-même, je suis Jonathan Labéco. J'interviens comme conseiller formation au sein de l'OPCO Atlas et précédemment sur l'OPCA PAFIEC depuis 9 ans. Et je suis rattaché à l'antenne régionale de Nouvelle-Aquitaine qui est située à Bordeaux. Voilà, je te laisse la parole, Laurent, pour te présenter également. Bonjour à tous, bienvenue à tous et à toutes. Donc, je suis Laurent Bompas, je suis conseiller à l'antenne de Nantes. Je suis aussi un ex-FAFIEC. Et comme Jonathan, je me suis beaucoup intéressé à cette problématique liée à la formation en situation de travail. C'est ça qu'on a souhaité tous les deux vous proposer un webinaire sur le sujet, avec deux phases. Une présentation d'un support et puis une phase de questions-réponses auxquelles on répondra soit en privé, soit en faisant partager votre question à tous les écoutants et puis donc en faisant partager la réponse aussi à tous les écoutants. On va démarrer par la petite présentation du support. Je vais essayer de dérouler le support. Voilà, c'est parti. Donc en fait, nous vous proposons ce webinaire en deux temps. Une première partie que nous allons nous partager avec Laurent pour vous apporter, je dirais, un premier niveau d'information en vous présentant les grands principes de la FEST, c'est-à-dire revenir sur bien les éléments de contexte, vous proposer une définition, évoquer le cadre réglementaire, les avantages de cette modalité pédagogique, et une seconde partie où nous tenterons de rendre ce webinaire aussi interactif que possible, je dirais, voilà, en essayant de répondre plus spécifiquement à vos questions et en essayant de vous faire vous questionner sur l'opportunité de la FEST dans vos environnements de travail, dans vos entreprises. Voilà. Alors du coup, tout au long de cette intervention, bien, vous pouvez poser vos questions. Certains ont l'habitude de cet outil dans un petit cadre prévu à cet effet. Et nous allons nous relayer avec Laurent pour essayer de vous répondre et nous consacrerons donc un peu plus de temps à vos questions dans la seconde partie de ce webinaire. Alors, pourquoi évoquer la FEST? Alors, désolé, encore un acronyme dans la formation. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Pourquoi l'évoquer? Mais parce que le sujet est tout à fait d'actualité et vraisemblablement au vu du cadre réglementaire qui évolue d'une part, mais aussi et surtout compte tenu des besoins en formation eux-mêmes, des besoins des entreprises de plus en plus spécifiques, eh bien, le recours à la FEST se présente et se présentera de plus en plus comme une vraie alternative tout à fait sérieuse, bien souvent complémentaire aux autres modalités d'apprentissage. Alors, je voudrais néanmoins au préalable préciser un premier point, c'est que pour lancer une AFEST, eh bien, il faut qu'elle réponde à un enjeu, c'est un point très important. Alors, on nous l'a beaucoup répété, Laurent, à moi et à l'équipe Atlas qui a été formée sur le sujet. On ne lance pas une AFEST pour lancer une AFEST et être un petit peu à la mode. On monte une AFEST pour répondre à un enjeu bien identifié par l'entreprise. On monte une AFEST parce qu'elle est la modalité d'apprentissage qui va répondre le mieux aux besoins.
L'objet de notre propos ce matin, c'est justement de vous présenter ce sujet-là, afin de vous faire vous questionner sur la pertinence de cette modalité dans vos processus de formation. Alors, dans un premier temps, je reviens sur les éléments de contexte. Ça nous semble effectivement important de resituer. Le texte qui sert de cadre à la dernière réforme de la formation de septembre 2018 part d'un constat fort, celui de devoir faire évoluer la définition de l'action de formation, une définition bien plutôt rigide, plutôt fermée, qui ne prenait pas ou peu en compte les évolutions pratiques de la formation. On peut penser à la digitalisation, évidemment, à l'individualisation des actions, et puis beaucoup aux actions de formation qui sont désormais souvent multimodales. En parallèle, on avait aussi une typologie des actions de formation qui s'était étoffée au fil du temps, mais qui était devenue un petit peu illisible et source de rigidité. Donc l'objectif a été d'une part, simplifier la typologie des actions de formation, de rendre visibles les actions de bilan de compétences, VAE et l'apprentissage, de définir clairement et de manière opérationnelle l'action de formation, et puis enfin, c'est ça qui nous concerne aujourd'hui, favoriser les modalités de formation dites innovantes. Alors il faut aussi savoir que nos voisins européens, notamment, étaient quand même déjà plus avancés que nous sur le sujet, dans la définition de l'action de formation et l'élargissement des modalités pédagogiques. Donc, quelque part, on rattrape un petit retard. Voilà, donc vous avez sur la slide, finalement, avant et après. Avant, comment était définie l'action de formation, bien par ses prérequis, les objectifs pédagogiques, le programme de formation, les moyens pédagogiques mis en place et la validation via l'évaluation de la formation. Donc ça, ce sont des éléments qu'on vous demandait systématiquement pour étudier une demande de prise en charge. Depuis le 1er janvier 2019, c'est un parcours pédagogique et un des objectifs professionnels qui sont pris en considération. La formation peut être réalisée en toute partie à distance, c'était déjà le cas, mais désormais c'est dans le texte. Et puis surtout, donc, la formation peut être réalisée en situation de travail. Et ça, c'est une vraie nouveauté. Donc, cette loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, donc du 5 septembre 2018, qui innove en permettant aux entreprises de former leurs collaborateurs en situation de travail. C'est une modalité qui pouvait déjà être mise en place par certaines structures, certaines organisations, mais la loi a apporté un cadre pour pouvoir définir ce qui relève de la FEST et ce qui n'en est pas. Également, et c'est sans doute le plus important, une reconnaissance de cette modalité en l'intégrant à la définition de l'action de formation. Elle définit la FEST donc comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel au même titre que les autres modalités d'apprentissage, ce qui veut dire que la FEST répond à l'obligation d'accès à la formation. Concrètement, et je lis la slide avec vous, il s'agit donc d'un processus de formation qui alterne de manière répétée des séquences d'apprentissage en situation de travail et une séquence d'ancrage des apprentissages au sein d'une séance réflexive. Voici comment on peut définir la FEST. Voici en tout cas une proposition de définition qui reste relativement simple. Voilà. Alors j'ajouterais que d'une certaine manière, c'est apprendre par soi-même. C'est ce qui est tout à fait différent d'apprendre seul. Voilà, apprendre par soi-même, si j'ose dire, c'est le credo, selon moi en tout cas, qui définit le mieux la FEST. Alors,
toujours dans ce travail de définition, hop, je retrouve ma page. Toujours dans ce travail de définition, voilà. Entrons plus dans le détail. Quelles sont les particularités de la FEST? De quoi s'agit-il concrètement? Vous constatez qu'on a inscrit sur la slide tout en haut une modalité innovante. C'est bien une modalité d'apprentissage, une modalité pédagogique, une manière de faire, en quelque sorte. Et ce n'est pas un dispositif de formation, comme parfois on peut le croire et le penser. Donc, ce qui la distingue en premier lieu, c'est d'avoir comme matériau pédagogique les situations de travail. C'est une formation par et dans la situation de travail. En France, ceci est une petite révolution, comme je le disais tout à l'heure, car la formation n'a eu de cesse finalement depuis quand même de nombreuses années de se séparer, de se déconnecter de la situation de travail et de la situation de production. Avec la FEST, on part du travail réel et on construit l'action de formation. La FEST se distingue néanmoins de la formation sur le tas, qu'elle est souvent rapprochée, qui, elle, n'a pas vraiment de cadre, finalement. La FEST doit être formalisée et respecter certaines conditions pour être efficace. Formalisée, cela veut dire, entre autres choses, qu'elle est réfléchie et elle est tracée à tous les niveaux, de l'ingénierie préparatoire à l'évaluation finale. Comme toute action de formation, elle se définit comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. La différence, c'est qu'elle est réalisée, je le redis, donc en situation de travail. Alors, des situations de travail qui sont préparées, qui sont organisées et aménagées à des fins didactiques. Ces séquences en situation de travail alternent avec des séquences réflexives sur lesquelles Laurent reviendra dans quelques instants. Alors, dans l'idée d'appuyer sur le formalisme, ce qui caractérise la FEST, et encore une fois la différencie de la formation sur le tas, c'est son objectif. Elle vise l'acquisition d'une compétence qui est bien déterminée, qui a bien été réfléchie et qui est déterminée. Je l'ai dit aussi un petit peu tout à l'heure, elle peut se combiner à d'autres modalités pédagogiques, et je dirais que c'est bien souvent le cas. Bien souvent ainsi que se monte une FEST associée avec d'autres modalités pédagogiques. Elle va venir compléter un parcours de formation externe ou interne, ou les deux, je dirais tout à fait classique. Voilà. Enfin, et Laurent l'évoquera en portant son attention sur les avantages de cette modalité, le parcours de formation peut être ajusté tout au long du parcours, en fonction de la vitesse de l'apprentissage, en fonction aussi de la réalité du terrain. Voilà, donc on choisit la FEST pour avoir la modalité d'apprentissage la plus souple et la plus évolutive, donc pour répondre très qualitativement aux besoins de monter en compétences. C'est de ce point de vue-là une modalité innovante, comme on l'a intitulé. Voilà, je poursuis. Dans mon propos, j'ai déjà bien distingué la FEST de la formation sur le tas. Vous retrouvez présenté dans cette slide dans cette slide ce qui la distingue aussi de la formation interne, parce que finalement on va souvent associer les deux et avoir du mal à les distinguer. Avec la formation interne, on est sur une modalité plus classique, une formation en salle souvent, qui d'ailleurs normalement est réalisée dans un lieu prévu à cet effet. Elle ne prévoit pas de séquence réflexive. Et si on parle de mise en situation de production, cela est possible, mais en complément, à l'issue de l'action de formation.
Donc, ce n'est pas du tout la même chose. On va également distinguer les acteurs du processus pédagogique. Ça, on en parle beaucoup dans le cadre de la FEST. Selon les effectifs d'entreprise, c'est plus ou moins important, mais face aux seuls formateurs internes que l'on retrouve dans le cadre de la formation interne, eh bien, on a dans le cadre de la FEST un ensemble d'intervenants potentiels. Il y a en premier lieu bien alors le formateur à FEST ou l'accompagnateur, il porte différents noms selon les structures. C'est assez libre à ce niveau-là, on peut le désigner de plusieurs manières. C'est plutôt un sachant, quelqu'un qui connaît bien le métier, qui maîtrise la compétence visée et qui est pédagogue pour pouvoir accompagner l'apprenant. Idéalement, il a été formé à l'accompagnement. Ouais. Mais l'idée avec la FEST, c'est de mobiliser plus largement les compétences autour de ce duo-là. La communauté de travail est associée, les collègues, l'ensemble des sachants. Et puis on va souvent parler d'un référent à FEST, alors qui lui peut être interne ou externe à l'entreprise. L'expertise peut effectivement venir de l'extérieur, d'un cabinet externe, d'un organisme de formation, pourquoi pas. Souvent d'un référent certifié à FEST, mais également d'un collaborateur en interne, qui lui aussi peut être certifié, mais pas nécessairement, sollicité finalement comme pédagogue, comme architecte du projet de formation et qui va beaucoup intervenir dans la phase amont de la FEST et ensuite comme référent, quelqu'un qu'on va questionner sur les bonnes pratiques, etc. Voilà. Enfin, mais Laurent va l'aborder aussi, s'il y a bien quelqu'un qui est remis au centre du jeu, bien c'est le manager qui, trop souvent, malgré lui, est déconnecté du processus de formation, notamment lorsqu'elles sont réalisées en externe. Ici, l'implication du manager est nécessaire, elle est indispensable, et encore une fois, cela participe à faire distinguer la FEST des autres modalités d'apprentissage. Voilà, pour ma partie, je te laisse la parole, Laurent, pour poursuivre sur le séquençage. Alors, une AFEST, c'est bien une succession de plusieurs situations de travail qui sont préparées à l'avance, organisées, aménagées à des fins didactiques pour qu'elles soient plus apprenantes pour la personne qui se forme, et de séquences réflexives. Donc j'ai une situation de travail, plus une séquence réflexive, plus une autre situation de travail, plus une autre séquence réflexive, et ainsi de suite. Ce qu'on appelle la séquence réflexive, c'est un moment de débriefing où l'accompagnateur à FEST revient avec l'apprenant sur la façon dont il a réalisé le travail, comment il s'y est pris, ce qu'il pense avoir bien fait, ce qu'il pense avoir fait différemment des gens qu'il a pu observer travailler dans l'entreprise. Ce qui est important dans cette partie réflexive par rapport à l'accompagnateur à FEST, c'est cette posture d'écoute. J'apprends par moi-même en déconstruisant ce que j'ai fait et en le reconstruisant à l'aide de quelqu'un qui m'aide à réfléchir. L'accompagnateur à FEST ne doit pas montrer la façon dont lui, il aurait réalisé le travail. Il ne doit pas apporter la réponse forcément sur du tout cuit, du tout pré-mâché. La personne qui apprend va se tromper. Elle doit normalement prendre conscience par elle-même de ses erreurs, trouver par elle-même le moyen de les corriger. Donc là, je peux, par rapport aux situations de travail, vous donner des exemples d'aménagement possibles. Un type d'aménagement, c'est par exemple donner plus de temps à une personne pour réaliser le travail. Ça peut être aussi reconnaître à une personne le droit de se tromper et mettre en place une procédure qui va permettre de repérer les erreurs, parce que bien souvent le client n'accepte pas qu'il lui soit livré un projet qui soit erroné.
ça peut être parfois aussi redécouper le travail et ne confier à l'apprenant qu'une partie du travail habituellement réalisé, et puis donc confier le reste à quelqu'un qui sait faire. Ça peut être mettre à disposition des ressources spécifiques. Donc voilà les deux types de séquences qu'on va retrouver dans une AFEST. Des situations de travail réelles, du vrai travail proposé à un vrai client, du vrai travail mais aménagé pour qu'il soit apprenant, et puis un moment de réflexion animé par l'accompagnateur AFEST, où la personne qui s'exprime et qui réfléchit est la personne apprenante. Voilà le cadre. Je vais passer ensuite à la slide suivante pour vous montrer ce qu'est l'action de formation dans sa globalité. Donc, ce qu'on va appeler une action de formation dans le cadre d'une AFEST, c'est donc tout d'abord un positionnement qui va être l'occasion pour les deux personnes impliquées de faire le point d'abord sur ce que la personne sait faire et ça, ce qu'elle peut apprendre du fait de ce qu'elle sait déjà faire. Donc il y a deux positionnements en fait. Il y a le positionnement du salarié qui va faire le point sur ce qu'il pense lui savoir faire, et puis il y a le positionnement de l'employeur qui va lui définir ce qu'il croit que le salarié sait déjà faire. Donc il y a déjà ces deux points de vue-là à partager. Ensuite, il y a le projet du salarié, ce que moi, salarié, j'ai envie d'apprendre par rapport à la trajectoire que j'ai imaginée pour moi dans l'entreprise, la façon dont j'ai envie d'évoluer. Il y a ce que l'entreprise a besoin que le salarié apprenne. Donc c'est au cours de cet entretien-là, souvent c'est un entretien, hein, un moment de discussion initiale, et c'est au cours de ce moment de discussion initiale qu'on fait le point sur tous ces sujets. Vient ensuite, une fois que le positionnement a été réalisé, cette succession de plusieurs situations de travail et de plusieurs séquences réflexives. On peut imbriquer tout au long du parcours des moments d'évaluation. En matière d'AFEST, ce qu'on va appeler évaluation, ça va être l'évaluation de ce que la personne sait réellement faire. On ne va pas évaluer sa satisfaction, ce qu'il a ressenti au cours de l'action de formation. Il est content de l'apport qu'il a reçu de la part de son accompagnateur ou de son formateur. On va pas, on ne va évaluer que le fait qu'il sache faire ou pas. Parfois, on place des jalons, des évaluations intermédiaires, et puis très souvent, on place une évaluation finale. L'action de formation proposée en AFEST s'arrête dès lors qu'une personne sait effectivement faire. Donc, c'est un cadre qui est assez souple en fait. Hein. Je peux prévoir 10 heures de formation et puis en réalité, la personne sait faire au bout de 3 heures et donc la formation s'interrompt au bout de 3 heures. Ou bien parfois, j'ai prévu 10 heures et puis au bout de 10 heures, la personne ne sait pas faire et il est nécessaire de réorganiser l'action de formation. La personne peut ne pas savoir faire parce que il y a eu des biais dans la conception d'une action de formation où elle peut ne pas savoir faire parce qu'on n'avait pas bien évalué au départ ses prérequis. Donc elle est éloignée de ce qu'il y avait à apprendre. Dans ce cas-là, on peut réévaluer les objectifs de la formation. Voilà, donc on ne s'interdit pas dans une AFEST de changer en cours de route le contenu de la formation ou de prévoir une durée qui va être différente, de proposer une durée de formation qui va être différente de celle qui était prévue initialement. Donc on est sur un cadre qui est vraiment très souple. Un moment important pour une situation de formation qui est proposée en AFEST, c'est tout ce qui est préparation amont, tout le travail de conception de l'action de formation. Ce travail de conception peut impliquer plusieurs personnes. L'accompagnateur AFEST, celui qui connaît le travail, on va souvent impliquer quelqu'un qui connaît le processus AFEST
qui va faire un peu office de référent à FEST, qui va être capable de donner aux personnes impliquées les différentes étapes, organiser ce travail de conception, d'action de formation, et puis qui va sensibiliser l'accompagnateur à FEST sur la posture d'écoute qui est vraiment importante pour la bonne réussite de l'action de formation. Ce qui peut faire l'objet d'un financement, par exemple, sur le budget annuel, sur le budget plan de développement des compétences qui est attribué à toute entreprise, c'est la partie action de formation. C'est très souvent du temps de travail de différentes personnes impliquées. C'est par exemple le temps de travail supplémentaire qui m'est attribué pour réaliser le travail, c'est le temps que passent ces deux personnes impliquées dans les phases réflexives, le temps que je passe à évaluer les acquis. C'est tout ce temps de travail-là qui peut être financé sur le budget plan de développement des compétences qu'on attribue à chaque entreprise. Voilà. Et puis une fois que l'action a été mise en place, que la personne sait faire, quelques temps après, on essaiera d'évaluer les retombées, et notamment les retombées économiques, le retour sur investissement. Dans quelle mesure est-ce que cette formation a été plus efficace, une formation proposée avec d'autres modalités pédagogiques. Voilà, c'est une autre approche, on essaye d'évaluer le retour sur investissement. On évalue ce que ça coûte, mais on essaie d'évaluer aussi ce que ça rapporte. Donc notamment la plus-value ou la marge dégagée par le travail que la personne sait effectivement faire, qu'il peut prendre en charge après qu'il ait été formé. Je vais passer au slide suivant ensuite pour détailler peut-être un peu plus encore ce processus à FEST. Alors, le premier point qui est important par rapport à une AFEST, c'est qu'on prend appui sur le travail et on prend appui sur le travail réel. On ne va pas travailler à partir de référentiels métiers, on ne va pas travailler à partir du travail tel qu'on aimerait qu'il soit réalisé dans l'idéal. On va prendre appui sur le travail tel que les personnes dans l'entreprise le réalisent vraiment. Et qui peut être différent du coup du travail prescrit, du travail idéal. Ça, c'est le premier point d'appui important. Deuxième point, on désigne alors, un formateur, un accompagnateur, un tuteur, peu importe la façon dont on l'appelle, quelqu'un qui connaît le travail et qui va pouvoir accompagner le bénéficiaire de la formation tout le long de la FEST. Les phases réflexives, on les construit. On essaye du coup, quand on travaille sur la conception d'une action à FEST, d'imaginer quel support on va pouvoir utiliser, quelles traces on va laisser. Si j'ai un entretien qui me permet de revenir sur la façon dont j'ai réalisé le travail, ce que je pense savoir faire, quelles traces je laisse. Est-ce que j'enregistre l'entretien? Est-ce que je le filme? Est-ce que je rédige un petit compte rendu? Et dans quelle mesure est-ce que je vais pouvoir ensuite exploiter ces traces avec l'apprenant pour l'aider à aller un peu plus loin dans son apprentissage? Et puis, dernier point, c'est tout le volet évaluation. Il faut réfléchir à l'avance à ce que la personne doit savoir faire, quel est le degré de connaissance, de savoir-faire exigé par le poste et comment je peux évaluer qu'une personne sait faire. Alors, parfois, je vais travailler dans le cadre d'une AFES sur autre chose que de la connaissance pure ou du savoir-faire. Je vais pouvoir travailler par exemple sur la gestion de projet, sur du savoir-être. Comment j'évalue qu'une personne a atteint le niveau requis par son poste sur une dimension liée à du savoir-être. C'est important. Est-ce que j'accompagne la personne en clientèle? Est-ce que je demande des comptes aux clients?
Est-ce que je fais participer au processus d'évaluation les collègues? Qui j'interroge précisément et sur quoi? Ce processus d'évaluation doit être réfléchi. En termes d'exigences réglementaires, ce que demande le législateur par rapport à une AFES, c'est qu'il soit rédigé un document dans lequel l'entreprise va reporter toutes les situations de travail proposées et puis la façon dont elles ont été aménagées à des fins didactiques. Le document devra aussi expliquer la façon dont l'entreprise évalue les acquis. Qu'est-ce que la personne doit savoir faire et comment j'évalue qu'il sait effectivement faire. Et puis, une deuxième pièce demandée par le législateur, c'est un planning qui va faire apparaître la succession des situations de travail et des entretiens réflexifs, des débriefings. Ce sont les deux pièces. Donc, du coup, seront probablement, notre processus est en cours de construction, mais quand une entreprise demandera un financement sur une action de formation qui fera appel à cette modalité AFES, c'est probablement ces deux pièces-là que Atlas va demander à la place de l'habituel programme de formation qui, dans le cadre d'une AFES, a beaucoup moins de sens. Il y a des éléments qu'on retrouve dans le programme de formation qui renvoient à rien de pertinent en matière d'AFES. Voilà. On construit en avançant pour nous aussi, hein, c'est assez nouveau par rapport à notre façon habituelle de financer. On ne doit pas normalement, par exemple, éplucher des fiches d'émargement sur une AFES. Hein. La formation s'arrête quand la personne sait effectivement faire. Donc ça arrivera très souvent que la durée effective de la formation soit différente de la durée qui était initialement prévue. On doit être capable de payer dans tous les cas de figure. Donc, la formation ait duré très peu de temps, qu'elle en ait duré bien plus que ce qui était prévu. Voilà, donc un nouveau paradigme pour nous aussi. Je vais passer du coup à la slide suivante. Alors, une slide qui revient un petit peu sur les enjeux ou dans quel cadre la FES peut être profitable à la fois à l'entreprise et puis aux salariés. On va bien souvent retrouver dans le cadre d'une AFEST des actions de formation qui vont porter sur des compétences qu'on n'apprend pas autrement qu'en travaillant. Des choses qui ne sont pas offertes dans les catalogues standards des centres de formation, des compétences qui sont très spécifiques à l'entreprise. Donc on va être très souvent sur de la méthodologie, sur du savoir-faire spécifique développé par l'entreprise et possédé uniquement par les salariés de l'entreprise, ou bien sur du savoir-être, de la gestion de projet par exemple. Donc l'opportunité principale offerte par une AFES, c'est de travailler sur des compétences qui sont importantes et qui ne s'apprennent pas autrement qu'en faisant réellement. Voilà, pour le salarié, c'est la possibilité de se faire accompagner dans le cadre d'un projet de mobilité interne. Je vais apprendre à partir du travail tel qu'il est réellement réalisé dans l'entreprise avec l'aide de gens qui savent effectivement faire. Parfois, quand il m'est proposé une formation dans le cadre d'une mobilité interne, une formation en présentiel, ce que je vois en formation n'est pas transférable dans mon quotidien. On me propose des choses, des mises en situation, des jeux de rôle qui ne correspondent pas à ce que moi je vais vivre ensuite dans le cadre du travail qui m'est proposé. Là, on prend appui sur le travail réel. Donc 100% de ce qui va m'être proposé en formation correspond à ce qui va m'être demandé ensuite. Donc normalement, dans presque 100% des cas, je dois, à la fin de la situation, un peu savoir-faire. Donc pour accompagner une mobilité interne, c'est intéressant parce que j'optimise mes chances de réussite.
sur ma prise de fonction. Pour un employeur, il y a un intérêt qui est économique, avec un retour sur investissement. Dans le cas d'une formation présentielle, j'ai des coûts importants, des frais logistiques, transport, hébergement. On ne retrouve pas dans le cadre d'une formation à FEST. Et puis par ailleurs, sur une formation présentielle, il y a peut-être 10% ou 20% de ce que j'ai appris en formation que je vais réellement utiliser ensuite dans le cadre de mon poste de travail. Dans le cadre d'une AFEST, je ne me forme que sur des choses dont je vais avoir ensuite besoin. Et la formation s'arrête quand je sais effectivement faire. Donc le retour sur investissement est plus optimal que sur une action de formation présentielle. Alors, le présentiel reste parfois nécessaire, hein, ça ne suffit pas forcément à des formations qui sont proposées. Je ne peux pas apprendre par exemple des notions fondamentales, des concepts clés, enfin tout ce qui est par exemple syntaxe Java si je suis développeur, ou tout ce qui est prérequis sur mon poste de travail, le B.A.B.A, je ne peux pas l'apprendre par la FEST. Donc la FEST ne remplace pas le présentiel, c'est plus un complément, quelque chose qui peut être proposé ensuite quand la personne a acquis toutes les notions fondamentales et un poste de travail. Donc voilà, c'est un bon outil pour intégrer les nouveaux collaborateurs à la FEST. Je recrute des gens parce qu'ils savent faire et je vais leur proposer la FEST pour les accompagner vers tous les savoir-faire, les savoir-être, toutes les compétences spécifiques à l'entreprise. Donc c'est aussi un bon outil pour l'intégration. C'est un bon outil pour accompagner les mutations technologiques. Quand il n'y a pas une façon type de réaliser le travail, mais plusieurs, et qu'il appartient aux salariés parfois de construire son poste ou de construire les réponses technologiques qui vont être proposées. Ça peut aussi bien fonctionner dans ce cadre-là. Voilà. Et d'une façon générale, la FEST fonctionne bien quand le projet, l'envie d'apprendre d'un salarié, son projet en termes d'évolution professionnelle d'entreprise rejoint le besoin en formation de l'entreprise. C'est que moi, entreprise, j'ai besoin que le collaborateur apprenne. Et c'est ce qu'on a essayé de matérialiser avec les deux cercles qui se rejoignent au milieu. Donc, ce point de rencontre avec un salarié qui est plus polyvalent, plus performant et qui colle bien, mieux aux besoins d'entreprise. Pour résumer en bref, j'apprends mieux, j'apprends plus vite à mieux faire avec la FEST. Voilà. On va peut-être passer au slide suivant. Et puis peut-être, alors, habituellement, ce qu'on vous propose là fait l'objet d'un atelier. Donc, on réunit les gens sous groupe de travail et on leur propose de réfléchir sur une compétence importante dans leur entreprise et qui pourrait faire l'objet d'une AFEST. Ce travail-là, on ne va peut-être pas vous le proposer. Pour autant, si vous avez repéré, suite à notre présentation, une compétence qui vous paraît opportune de développer via la FEST, n'hésitez pas à la saisir dans le volet questions et puis on la fera partager à tous les participants, tous les écoutants. Voilà, ça peut servir en support à votre réflexion et puis vous aider à animer une réflexion dans vos entreprises respectives. On va peut-être nous plutôt aller sur la réponse aux différentes questions qui nous ont été posées. On va peut-être intervenir l'un et l'autre, Jonathan, sur la réponse aux questions. Ouais. J'en avais, moi, j'avais peut-être répondu à certaines en privé parce qu'elles me paraissaient uniquement intéresser l'entreprise qui les a posées. Il y en a un certain nombre que j'ai pas répondu. Donc, je propose de partager la réponse à tous. Notamment, Jonathan, j'ai quelqu'un qui me demande
quelle est la différence entre le formateur et le référent à FEST? Fameuse question qui nous est souvent posée. Je ne sais pas si la question avait été posée avant ou après qu'on l'évoque tout à l'heure. C'était C'est pas pendant que tu forcément d'ailleurs la question la plus importante, mais effectivement, dans beaucoup de cas de figure, on va distinguer les deux. Le formateur, qui est le sachant, qui accompagne l'apprenant, qui est du coup sur le poste de travail. On le distingue du référent à FEST, qui est j'ai parlé tout à l'heure d'architecte, qui est un pédagogue, qui est souvent la personne certifiée à FEST, qui voilà, va donner les outils, va travailler à tout ce qui relève de l'ingénierie en amont, et ensuite être sollicité par les accompagnateurs, par les formateurs tout au long du cursus de formation si besoin. Alors, j'ai une autre question. Une personne qui demande s'il est possible dans la FEST de loger des situations de production et qui demande des exemples. C'est le principe d'une FEST. La FEST, vous l'avez vu, c'est une succession de plusieurs situations de production. On entrecoupe de débriefing avec une personne qui est chargée d'accompagner l'apprenant. On est sur un autre processus avec le tutorat où le tutorat, je monte le travail, je demande à la personne de reproduire ce que je lui ai montré. Là, j'apprends par moi-même à l'aide de situations de travail. Alors, des exemples de situations qui ont fait l'objet de la FEST. Est-ce que tu en as en tête, toi, Jonathan, des exemples? Pour l'instant, j'en ai pas dans nos métiers, dans nos branches professionnelles, si ce n'est peut-être sur de la gestion de projet. Ouais, moi aussi, on m'a beaucoup parlé de gestion de projet, des choses spécifiques, de la gestion de projet, de la planification de projet, renégocier le coût d'un projet ou les ressources ou les délais de livraison d'un projet avec le client en cours de route parce qu'on s'aperçoit que le projet n'est pas ce qu'on avait imaginé au départ, par exemple. Des compétences très, très spécifiques. J'ai parfois de la méthodologie liée au développement informatique, au codage. Et il y a parfois des méthodologies spécifiques aux entreprises avec des outils spécifiques à l'entreprise. Donc on m'a parlé de formation AFEST où on propose à une personne de coder un projet pour un client avec des outils spécifiques à l'entreprise, avec une méthodologie de codage qui est apportée par l'entreprise. Et donc, on le propose à quelqu'un qui ne sait pas faire au départ, en aménageant le travail pour que la personne puisse facilement le prendre en main au fur et à mesure. Donc, il y a une progression dans la difficulté des tâches qui est confiée aux développeurs. Voilà, beaucoup, moi, on parle beaucoup de savoir-être et de gestion de projet sur la FEST. C'est peut-être lié à la spécificité de notre branche et des travaux qui sont demandés aux salariés de la branche habituellement. L'intérêt justement, je reviens là-dessus, de pouvoir être en effectif réduit, en présentiel, et de pouvoir se questionner tous ensemble sur l'opportunité, la pertinence de ce type d'apprentissage dans des métiers que vous évoquez lors de ces réunions. Donc, vous savez, on organise des réunions d'information sur ce sujet et d'autres, mais sur ce sujet, je vous invite à y participer pour aller justement plus dans le concret, avoir un peu plus d'exemples. Nous aussi, on a besoin de ça pour nous nourrir et pour avoir plus de références lorsqu'on parle d'AFEST dans les métiers de nos branches. Puis, il ne faut pas hésiter à en discuter avec son conseiller habituel. C'est aussi notre rôle d'accompagnement d'entreprise. Identifier, envoyez-nous des situations de production que vous penseriez pouvoir faire l'objet d'AFEST et les éléments de contexte
vous paraissent-vous adaptés, puis on travaillera ça avec vous. J'ai une autre question, Jonathan, sur les éléments de preuve, les traces de la FEST. Et puis, dans la même question, le lien avec la RGPD. Donc, quelle gestion des données laissées par l'action de formation? Je vais avoir quelques difficultés pour répondre là-dessus. Je pense qu'on n'est pas encore suffisamment avancé sur le sujet pour dire qu'est-ce qu'on demande en termes de documents, de preuves. Sur le volet financement. Après, il faut garder des traces, effectivement. Tout élément de traces sont bons à prendre. Il y a les supports que vous allez utiliser pour les entretiens réflexifs. Ça peuvent être des supports papier, des supports vidéo ou audio. Peu importe. Il y a tous les éléments relatifs à l'évaluation. C'est important, garder une trace de l'évaluation que vous avez proposée. L'évaluation qui a vocation à vérifier que la personne sait effectivement faire. Donc, notamment quand il est observé que la personne ne sait pas faire après avoir été formée. C'est important de garder ces traces-là. Est-ce qu'il y a un émargement qui est opportun? Je ne sais pas forcément. Dans la mesure où l'action peut durer effectivement bien plus de temps que ce qui est prévu initialement, et que la durée effective ne conditionne pas forcément le règlement par le service ou par ça peut vous servir vous à calculer ce que ça a coûté largement, ça présente quand même un intérêt. Ce qui est encore en cours de construction, c'est notre processus par rapport au financement de l'action de formation à faire, ce qu'on va demander nous comme élément à une entreprise qui va présenter une demande de financement. La règle n'est pas écrite encore. En l'absence de règles, on est sur un processus un peu expérimental. Et moi, je vous renverrai bien plutôt vers le légal, vers les documents qui présentent les situations de travail et l'aménagement que vous avez proposé, le calendrier qui fait apparaître la situation de situation de travail et d'entretien réflexif. Voilà. Par rapport à la RGPD, la gestion des données, voilà, j'avoue, je suis pas assez pointu pour répondre là-dessus. Il y a sans doute un processus RGPD à mettre en place, un droit de regard du salarié formé, ce qui est fait des traces que laisse la FEST et la conservation de ces données, de leur communication à des tierces personnes. Voilà, sans que je puisse vous le garantir d'un point de vue juridique proprement parlé. Une question par rapport au financement par Atlas. Est-ce qu'on va financer au forfait? Dans la mesure où il n'y a pas d'émargement à fournir, alors sans doute un jour. Là, on n'est pas prêt à aller vers ça encore. Ce qu'on va probablement faire avant d'en arriver là, c'est de demander à l'entreprise de nous dire ce que ça lui coûte. Donc, il s'agit d'une FS proposée avec une forme en interne. Quand la FS est proposée via un centre de formation externe, le centre de formation propose un coût pour l'accompagnement. Voilà, on arrivera sans doute à ça, non, mais on n'y est pas encore. Non, tout ceci est quand même encore en réflexion, en chantier, et notamment sur ce qu'on peut intégrer à notre offre supplémentaire en termes d'accompagnement. Là, pour l'instant, moi, j'ai peu d'éléments, mais tout ça est vraiment d'actualité et ne saurait tarder. Je pense qu'on pourra bientôt communiquer sur ces sujets-là. C'est une question intéressante. Est-ce qu'une FS peut être proposée à distance avec les outils de e-learning, par exemple sur des métiers qui sont connectés d'une chaîne de production industrielle, hein, on imagine un développeur, un chef de projet ou un chargé d'affaires sur un bureau d'études de construction, par exemple, ou de la formation à distance.
Moi, je vois pas d'objection. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Jonathan. Je Non, vois moi pas non plus. Je ne sais pas si c'est le plus pertinent, mais on sait que dans les environnements de travail, vous pouvez être sur plusieurs structures différentes, sur plusieurs sites. Donc, oui, pourquoi pas. ça laisse Effectivement. plus de liberté sur le choix de l'accompagnateur, le fait de proposer des entretiens réflexifs à distance. L'entreprise peut faire appel à un accompagnateur qui sera à l'autre bout de la France parce qu'il y a cette posture d'écoute ou parce qu'il connaît bien le travail. Donc ça peut être intéressant. J'ai une personne qui demande si elle nous dit que ça reste abstrait pour elle. Et elle nous demande s'il y a un modèle de document charté Atlas qui existe pour la FEST. Donc, je substituerai au programme de formation. Je crois que c'est dans les cartons, effectivement. Je ne sais pas si ça a été livré sur le site, sur notre site. Je ne sais pas si tu es allé voir, Jonathan. Sur le site, non, je ne crois pas. Tout ce qui est tout ce qui est formalisme. Nous, on a un certain nombre de documents, d'outils qui ont été mis à notre disposition. Disons qu'on peut commencer à y travailler, mais notamment sur la partie réflexion en amont. Et encore une fois, il faut attendre que tout soit mis en place. Des, des programmes type, bon, ça je pense pas. De toute façon, on repart sur les mêmes trames que l'on pouvait retrouver jusqu'à présent pour structurer un programme. On procède de la même façon. Je pense que dans l'immédiat, on va s'appuyer sur le légal. Je crois qu'il y a un projet de notre pôle projet de rendre accessible depuis notre site internet un modèle de document qui serait charté Atlas. Peut-être pour la prochaine version de notre site internet. Une question, comment demander une prise en charge sur quoi se base-t-on? Aujourd'hui, la FEST, ce n'est pas un dispositif de financement. Il n'y a pas un budget spécifique à FEST qui viendrait prendre en charge le coût d'action de formation. Aujourd'hui, le dispositif qui permet la prise en charge d'une action proposée en AFEST, c'est le budget plan de développement des compétences, le budget annuel qu'on attribue à chaque entreprise. Pour présenter une demande de financement sur ce budget plan, c'est comme d'habitude, depuis MyAtlas, une nouvelle demande puis plan. On va juste probablement à la place ou en plus d'un programme de formation, ajouter ce document qui décrit les situations de travail et leur aménagement, et puis le calendrier, qui nous montre le séquencement avec les situations de production et les phases réflexives. On a une question sur la possibilité effectivement de mettre en place des AFEST pour intégrer des nouveaux salariés, des nouveaux entrants. C'est vrai que cette modalité s'applique finalement tout autant pour des salariés en poste qu'on veut faire monter en compétence, donc avec une transmission de la compétence d'un salarié vers un autre. Mais ça s'applique aussi, ça peut tout à fait être envisagé dans le cadre d'une intégration d'un nouvel entrant. Et là encore, pourquoi pas, en complément d'autres modalités, mais en complément par exemple d'une alternance, pourquoi pas. J'ai une question sur le rôle du RH. Quel rôle est-ce qu'il joue dans le processus AFEST? Peut-être celui de référent, celui qui va veiller à la bonne construction du travail de conception de l'action, et puis celui qui va sensibiliser l'accompagnateur sur la posture d'écoute nécessaire dans le cadre de la FEST. On nous dit souvent qu'une AFEST fonctionne bien mieux quand elle est accompagnée par le RH de l'entreprise. On ne peut pas,
avec moins d'efficacité, laisser un manager seul monter son affaire dans son coin. J'ai une question sur les formations et les logiciels. S'étale sur différents mois. Est-ce qu'on peut former un logiciel par une AFES? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Dès lors qu'on le fait avec des situations de travail réelles qu'on aménage et puis qu'on propose des entretiens réflexifs. Et puis par ailleurs, qu'on met en place tout ce processus d'évaluation qui permet de vérifier que la personne sait effectivement faire à la fin. Oui, tout à fait, moi aussi, enfin, ça me semble tout à fait adapté. Mettre l'apprenant en situation de production sur un logiciel, dans l'apprentissage d'un logiciel. Alors c'est sûr qu'au niveau production, ben, c'est un peu ralenti au début, mais voilà, ça permet d'apprendre par soi-même en utilisant l'outil et via les séquences réflexives, ben, de progresser et progressivement de maîtriser l'outil. J'ai des questions sur le volet financier. Il y a deux structures de coûts, hein, vous l'avez observé pour une AFES. Il y a d'une part le coût de conception, d'ingénierie de l'action de formation. Et puis il y a le coût de déploiement, le coût de l'action elle-même, l'action AFES. Pour le coût de cette action AFES, déploiement, c'est souvent le budget plan de développement des compétences qui va être utilisé. Vous allez parfois, dans une certaine situation particulière, pouvoir utiliser des dispositifs spécifiques. On a mis en place ponctuellement un dispositif Covid-19 qui est destiné aux salariés en une activité complète pendant la période de confinement et qui peut permettre la prise en charge de 70% de coûts pédagogiques, d'actions de formation réalisées à distance et dans la limite de 35 heures. Donc, ce dispositif-là pourrait être utilisé pour des actions AFES proposées à distance pendant la période de confinement. Et la plupart du temps, ce sera le budget plan qui va être utilisé. Dans certaines régions, vous allez pouvoir avoir accès, alors pas immédiatement, mais à terme, à des fonds pour financer de l'ingénierie AFES, et notamment quand il sera fait appel à un cabinet RH externe à l'entreprise pour intervenir sur le travail de conception et d'ingénierie de l'action AFES. Moi, je vis à Nantes et la Direct Pays de la Loire, la région de Pays de la Loire sont prêts à offrir des cofinancements sur l'ingénierie AFES. Il nous reste à nous à travailler sur la façon dont ça peut opérationnellement être proposé. On n'est pas encore prêt à déployer ça, mais on le sera probablement pour les prochaines semaines ou des prochains mois. Alors, au final, il y a quand même plusieurs sujets sur lesquels l'offre est en construction, donc on est quand même encore en attente d'informations. À la question, y aura-t-il un appel d'offres pour référencer des cabinets pour accompagner les entreprises? C'est un petit peu la même réponse qu'on peut apporter aujourd'hui. C'est vraisemblable, c'est possible. Mais voilà, pour l'instant, je ne sais pas sous quelle échéance et surtout pour quel type d'offre, quel type d'accompagnement. Mais je pense qu'on y viendra et assez rapidement, d'autres OPCO sont déjà positionnés là-dessus. Un élément important aussi, on peut financer une formation qui serait destinée à l'accompagnateur AFES, un formateur interne qui voudrait être capable d'accompagner une formation AFES. On peut le financer par exemple sur le budget plan qu'on peut faire à l'entreprise. Alors, on a combien de temps encore pour vous proposer des réponses aux questions, Jonathan? Je vais pas. C'est pas si une heure est prévue. Il est 11 heures. On a fait un premier tour des questions. Peut-être que s'il y en a d'autres, on peut y répondre
ultérieurement. J'ai essayé d'aller sélectionner des questions différentes. Oui, moi aussi, j'essaye de faire le tour des questions. Alors, on nous demande de faire les démarches. Il y a différentes choses, hein. Il y a le fait de pouvoir prendre contact avec son conseiller pour préparer une action de formation qui fait appel aux modalités AFEST. Vous pouvez vous connecter sur MyATLAS, retrouver les coordonnées de votre conseiller et puis la demande de financement avec le processus auquel on a déjà répondu. Est-ce qu'il y aura un appel d'offres pour référencer des cabinets sur l'ingénierie AFEST? Oui, probablement. Oui. C'est prévu à terme. Je ne sais pas sous quelle échéance, mais ce sera probablement le cas. Est-ce qu'il y a voilà, des... voilà, si vous avez besoin de documents types ou d'en savoir plus, n'hésitez pas à reprendre contact avec vos conseillers qui pourra, le cas échéant, vous envoyer des documents sur cette méthodologie AFEST. Oui, on reste mobilisé, disponible en région, toutes les équipes Atlas. Donc, sur ces sujets, AFEST et sur d'autres sujets, n'hésitez pas à nous solliciter. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on rentre d'antenne. Ouais, je vous remercie à toutes et à tous pour le temps d'écoute, pour votre réactivité, pour tous ceux qui ont posé des questions. Merci, ça nous a aidé à animer le webinaire et puis je pense que tout le monde a été content de pouvoir avoir accès à vos questions. Voilà, au plaisir de pouvoir reprendre contact avec certains et certaines d'entre vous qui auraient des projets sur ce volet AFEST. Merci à tous et à bientôt.